Bonjour à tous et bienvenue à l'avant-dernière section de théorie de la session. C'est la section 5.2 où est-ce qu'on va parler de ce qu'on appelle la loi de Faraday. Donc, objectif de la section, utiliser la loi de Faraday afin de déterminer l'électromotance induite dans un cadre lorsque le flux magnétique qui le traverse varie. Essentiellement, la loi de Faraday, c'est la loi de Lenz qu'on a vue à la section 5.1. C'est juste que là, on va appliquer des mathématiques pour réussir à déterminer exactement la valeur de l'électromotance induite dans un cadre de fil, par exemple, qui se déplace là, à l'intérieur d'un champ magnétique. Comme on a vu, section 5.1. Mais là, on va mettre des chiffres là-dessus. Donc, pour faire ça, on va commencer par ce qu'on appelle le flux magnétique, parce qu'on avait vu dans la section 5.1 que le courant est induit dans un cadre si le flux magnétique change. Alors, tout part du flux magnétique. Flux magnétique, ça fait longtemps qu'on a vu là, la définition du flux, mais petit rappel, là, c'est essentiellement la grandeur du champ qui traverse une section multipliée par l'aire de cette section-là. OK? De façon imagée, c'est pour ça qu'on disait que c'était essentiellement le nombre de lignes de champ magnétique qui traversent une aire. Donc, si l'air augmente, ben nécessairement il va y avoir plus de lignes qui vont passer à travers l'air, mais on peut aussi décider d'augmenter le champ magnétique, parce que si on augmente le champ magnétique, c'est comme si on augmentait le nombre de lignes de champ, même si ça c'est un peu faux, parce que dans la réalité, on sait qu'il y a une infinité de lignes de champ. Mais bon, c'est une compréhension qui est imagée. Et donc, ce produit scalaire-là, il y a deux façons de le calculer. Soit qu'on fait B, la grandeur de B fois la grandeur de A fois cosinus de l'angle entre les deux, ou bien, moi, je pense que l'équation la plus simple, ça va être celle-ci. La composante perpendiculaire à l'aire du champ magnétique multipliée par l'aire. OK? Regardons un exemple ici. Si j'ai un cadre de fil et j'ai un champ magnétique quelconque B qui pointe là en diagonale. Vous voyez que ce champ magnétique-là, on peut le décomposer dans ses composantes B perpendiculaires et B parallèles. Ces deux composantes-là représente le champ magnétique B. Sauf que il y a seulement B perpendiculaire qui va traverser le cadre. Vous êtes d'accord que celle qu'on appelle B parallèle, bien, elle est parallèle au cadre, donc elle ne va jamais traverser le cadre. Donc c'est pour ça que cette façon-là de comprendre là, le flux magnétique, c'est peut-être plus facile parce qu'on voit visuellement parlant là, qu'il y a seulement les lignes de champ qui sont perpendiculaires au cadre, qui vont traverser le cadre. Donc, c'est pour ça qu'on dit le champ perpendiculaire multiplié par l'aire du cadre. Ça me donne le flux magnétique. Le flux magnétique est donné en Weber. Un Weber, c'est égal à 1 Tesla fois mètre carré. Bien sûr, c'est les unités du champ magnétique fois les unités d'air. Et bon, on l'a appelé Weber à l'honneur de M. Weber ici, qui travaillait justement dans les variations de flux magnétique qui nous a amené là, à observer le courant induit. Là. OK? Bon, ça c'est pour le flux. Maintenant qu'on sait comment évaluer le flux, la loi de Faraday nous permet de trouver l'électromotance induite, donc électromotance là, epsilon, comme on voyait au chapitre 3. Une électromotance, je vous rappelle que c'est essentiellement un delta V. Là. C'est un delta V qui est généré par un changement de flux. Donc l'électromotance epsilon se donne en volts, carrément. Là. Okay? Et bon, il y a deux façons de la calculer. Si on veut l'électromotance moyenne, ben là on va faire delta flux magnétique sur delta T. On rappelle que delta, c'est l'opérateur valeur finale moins valeur initiale. Okay? Donc, quand on fait delta flux magnétique, on fait le flux magnétique final moins le flux magnétique initial divisé par l'intervalle de temps. Ça me donne l'électromotance moyenne qui est induite. Sinon, il existe l'électromotance instantanée. Qui, c'est une électromotance qui est induite, mais pendant un très bref instant de temps. Et pour faire ça, il faut prendre l'équation du flux magnétique et le dériver par rapport au temps. On va faire un exemple dans un instant. Ça a peut-être l'air méchant comme équation, mais vous allez voir que finalement, c'est vraiment pas grand-chose là, de l'appliquer. Okay? Donc, allons-y tout de suite avec un exemple appliqué. Là, je le fais en algèbre. Si on vous donne des chiffres, ben ça va être encore plus facile. Si je vous le montre en algèbre, après ça, on est capable de l'appliquer avec tous les chiffres possibles. Okay? Donc, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un générateur linéaire. Donc, on a un champ magnétique extérieur qui pointe là, à l'intérieur de l'écran. On a une résistance R ici, puis on a
un bout de fil jaune qui se déplace vers la droite. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous déplacez le bout de fil jaune vers la droite, on est en train d'augmenter l'aire du cadre. Okay? Si on augmente l'aire du cadre, ça veut dire que le flux magnétique va augmenter. Si le flux magnétique augmente, ça veut dire que le cadre va créer un courant qui va créer un champ magnétique qui s'oppose au champ magnétique externe. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec la loi de Lenz. Là, ce que nous, on veut faire, c'est calculer en A l'électromotance induite. Bon. L'électromotance induite, je vous rappelle que c'est la dérivée, en valeur absolue, là, dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Le flux magnétique. Qu'est-ce que c'est le flux magnétique? Ben, je viens de vous le montrer. C'est le champ magnétique perpendiculaire au cadre multiplié par l'aire du cadre. Si je reviens à mon schéma ici, voyez-vous que mon champ magnétique externe, il est déjà perpendiculaire au cadre. Ben oui, parce que mon cadre est dans le plan de l'écran, tandis que mon champ magnétique, il traverse l'écran. Donc, je peux écrire que mon champ magnétique perpendiculaire est égal au champ magnétique total, parce que mon champ magnétique total est déjà perpendiculaire. Et l'aire du cadre, là j'ai passé vite, mais retournons voir le schéma. L'aire du cadre, vous voyez, c'est l'aire du rectangle qui est compris là, entre ces quatre côtés-là. Bon, on nous donnait des dimensions ici. La longueur L, c'est cette dimension-là. Elle, on va voir que il ne change pas. Si mon bout de fil jaune se déplace vers la droite, L vaut toujours la même chose. Mais X, qui est la base du rectangle, lui, X va augmenter. Okay? X va augmenter, sauf que c'est pas grave, je peux quand même dire que de façon générale, l'aire de mon cadre ici, c'est la base fois la hauteur. Donc, X fois L. Okay? L'aire, c'est X fois L. Donc, je prends mon air, je le rentre là-dedans, je prends mon champ magnétique, je le rentre là-dedans, et ça, ben, je vais le dériver par rapport au temps. Okay? Donc, ça me donne epsilon égale à la dérivée du flux magnétique, qui est, dans le fond, B perpendiculaire fois l'air, valeur absolue, par rapport au temps. B perpendiculaire, ben, c'est B, tout simplement, parce que, comme on a expliqué, c'est égal au total. Dérivée de B fois l'air. L'air, c'est XL par rapport au temps. OK, en valeur absolue. Bon, là, je vais dériver BXL par rapport au temps. Quand on regarde le schéma, il y a des choses qui vont varier dans le temps, puis il y a des choses qui ne vont pas varier dans le temps. Le champ magnétique ne varie pas dans le temps, parce que peu importe combien de temps il s'est passé, ben, mon champ magnétique pointe toujours dans l'écran. Peu importe combien de temps il se passe, comme j'ai dit tantôt, la hauteur de mon cadre, elle, ne change pas non plus dans le temps. Par contre, X, lui, ce X-là, lui, il va changer dans le temps. C'est le seul qui va changer dans le temps. Donc ça veut dire que dans ma dérivée BXL, je peux sortir B, puis je peux sortir L, parce que ces deux-là ne changent pas dans le temps. Donc j'ai BL, puis là, ce qui me reste, c'est la dérivée de X par rapport au temps. Bon, valeur absolue, mais elle ne changera pas grand-chose, la valeur absolue ici. Regardez ça, dx, dt, c'est quoi ça? Ça fait peut-être longtemps, mais la dérivée de X par rapport au temps, en physique, on appelle ça la vitesse. Ben oui. Dérivée de la position X par rapport au temps, c'est une vitesse. Et de quelle vitesse s'agit-il? Ben, il s'agit de la vitesse ici de mon bout de fil jaune. Okay? Donc, quand on a un générateur linéaire comme ça ici, on pourra tout de suite dire que epsilon égale au champ magnétique total qui traverse fois la longueur du cadre, la longueur qui ne change pas, fois la vitesse du bout de fil qui se déplace. Bon, là, c'est une petite démonstration que je vous ai faite. Cette démonstration-là, je ne tiens pas à ce que vous la reteniez par cœur, parce qu'on ne vous demandera pas de la faire, mettons, en examen. Si vous ouvrez votre livre dans la feuille de formule, on va aller voir, vous voyez, ici, électromotance induite dans une tige. Là, je le sais que c'est petit à l'écran, là, mais je vous montre à peu près où regarder, là. Vous voyez, epsilon égale VBL. Il est donné dans la feuille de formule. OK? Fait que, ne la prenez pas par cœur.
Si c'est dans la feuille de formule, vous n'avez pas non plus besoin de la redémontrer. Elle est déjà incluse dans la feuille de formule. Okay? Donc, c'est la façon de faire. Évidemment, ici, si on vous donnait des chiffres pour la vitesse, pour le champ magnétique, pour L, ben là, je veux dire, c'est encore plus facile. Vous prenez cette équation-là, ben vous pluguez B, L, V, et voilà l'électromotance induite. Pas plus compliqué que ça. On s'en va faire maintenant l'exercice B. On nous demande le courant qui circule dans le résisteur. OK. Vous allez voir que ça, finalement, c'est de la grosse révision de ce qu'on a fait au chapitre 3, là. Le courant qui circule dans le résisteur. Voyez-vous, le résisteur, il est là, là. Bon. Ce qu'on vient de calculer, l'électromotance induite, là. L'électromotance induite, c'est comme si la tige qui est là agit comme une pile. Ben oui. Parce que, en se déplaçant, le flux change. Si le flux change, il y a du courant qui apparaît. Ben, du courant qui apparaît, ça vient d'où d'habitude? Ben, ça vient d'une pile. Donc, évidemment, ce n'est pas une pile en tant que telle, mais elle agit comme une pile parce qu'elle se déplace vers la droite. Donc, c'est comme si j'avais un petit circuit ici. Ça, c'est ma tige, dans le fond, que j'ai représenté comme étant une pile. Puis, j'ai une résistance ici. Cette pile-là, qui est dans le fond mon bout de tige qui fournit BLV, c'est mon epsilon qui est là. Puis ici, j'ai une résistance R. Là, c'est pas nécessaire que vous repreniez tous les schémas de circuit et tout. Tout ce que je veux vous montrer ici, c'est que dans le fond, si j'ai juste ma résistance dans mon cadre ici, puis j'ai juste ma tige qui agit comme une pile, ben, je peux appliquer la loi d'Ohm. Delta V est égal à RI. Mon delta V, c'est ce que la pile fournit, epsilon. R, c'est le R qui est là. Puis I, ben, c'est ce qu'on nous demande dans l'énoncé. En B, on nous demande le courant qui circule dans le résisteur. Donc, isoler le I de cette équation-là, epsilon sur R, mais epsilon, ça vaut BLV. BLV sur R. Et voilà, c'est tout. On arrête là. Ça, cette équation-là, là, I égale BLV sur R, vous ne l'avez pas dans la feuille de formule, mais on s'entend, c'est tout simplement d'appliquer là, la loi d'Ohm. OK? Donc, je vous ai dit, là, l'examen formatif n'est pas récapitulatif, mais il y a certaines petites choses qui veut pas, et il faut que ce soit des acquis. Bon, ça, c'en est une. Mais c'est la loi d'Ohm. Là. Je veux dire, je pense pas que c'est très poussé là, côté récapitulatif. Là. C'est juste d'appliquer la loi d'Ohm à une situation comme ça. Puis, bon, vous isolez le courant I. Si on vous donne des valeurs de B, LV et de résistance, vous pluguez ça dans cette petite équation-là. Vous retrouvez I. Merci. Bonjour. OK? Donc, voilà pour cet exercice-là. C'est ce qu'on appelle un générateur linéaire. Il existe aussi les générateurs de courant alternatif. Bon, là, on a coupé complètement dans la théorie, là, tout ce qui est courant alternatif. C'était la section 3.11, on l'a coupé. On a aussi coupé les sections à venir du chapitre 5 qui utilisaient le courant alternatif. Mais je veux vous en parler quand même parce que c'est tellement primordial, là. Je veux dire, on utilise l'électricité en courant alternatif à tous les jours de notre vie. Je pense que la moindre des choses que je peux faire, c'est au moins vous présenter là, en une diapo comment cette électricité-là est produite. J'en ai parlé un petit peu dans la section 5.1, mais tout est basé sur le changement de flux magnétique. C'est la loi de Lenz qu'on a vue à la section 5.1. Okay? Si on a un cadre qui se déplace à l'intérieur d'un champ magnétique, le flux va changer, et ce flux-là qui change va créer un courant dans la bobine. Bon. Mais là, je vous montre en une diapo puis une petite vidéo toute simple là, comment c'est fait. Comme on l'a vu, on peut déplacer un cadre dans un champ magnétique ou on peut agrandir le cadre dans un champ magnétique, mais on peut aussi décider de faire tourner le cadre dans un champ magnétique. Et dans la réalité, c'est comme ça qu'on produit notre électricité. Pas juste au Québec, mais dans le monde entier. C'est comme ça qu'on produit l'électricité. Okay? Donc, c'est qu'on plonge un cadre de fil dans un champ magnétique constant qui est créé dans la plupart des cas par des aimants ou des électroaimants et on fait tourner le cadre. Mais quand on dit on fait tourner le cadre, on le fait avec une force de la nature qui ne nécessite pas une intervention humaine. Donc, au Québec, on est fort sur les barrages hydroélectriques. Donc, le cadre va tourner avec
une chute d'eau, par exemple. Toute l'eau qu'on fait passer dans le barrage, elle sert essentiellement à faire tourner une bobine de fil qui est à l'intérieur d'un champ magnétique. Et en faisant ça, le flux magnétique est tout le temps en train de changer à l'intérieur de la bobine, et c'est ça qui crée là, un courant. Et ce courant-là, ensuite, ben, on le transporte là, dans les villes, puis on l'utilise pour nos utilisations de tous les jours. Normalement, je fais une démonstration en classe parce qu'on a du matériel. Là, évidemment, je peux pas parce que j'ai pas accès au cégep, puis on connaît la situation. Donc, j'ai trouvé un petit vidéo YouTube qui montre essentiellement ça. C'est très court. Vous avez là l'adresse YouTube dans la diapo si ça vous intéresse. Donc, évidemment, ça, c'est simplifié, là, mais c'est ça le concept. OK? Donc, regardez, on a 2 aimants permanent, un qui joue le rôle de pôle sud, l'autre qui joue le rôle de pôle nord. Donc vous voyez en rose là, les lignes de champ magnétique et on attache une bobine. Vous voyez, là, ça c'est le cadre en orange. Là, ici on a mis juste une spire de fil, mais la réalité c'est qu'on peut faire beaucoup plus de tours qu'un seul. Là, hein. On a une bobine. Et cette bobine-là, elle est attachée à un axe de rotation. Vous voyez ici, c'est un levier. Bon, le levier, on peut le tourner à main si on veut, mais idéalement, là, hein, on veut laisser les forces de la nature le faire. Donc, c'est notre chute d'eau, là, dans les barrages, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait tourner cet axe-là. En faisant tourner cet axe-là, là, je pars la vidéo, en faisant tourner l'axe, vous voyez, la bobine tourne. Quand la bobine tourne, ben, ça veut dire que l'angle de la bobine par rapport au champ magnétique est tout le temps en train de changer. Si on change l'angle, on change le flux magnétique parce qu'on change le B perpendiculaire. Donc si on change le flux magnétique, là, soudainement, il y a un courant qui va apparaître à travers la bobine. Vous voyez, ce courant-là, ben ensuite, on l'utilise pour réacheminer dans tous nos objets qui fonctionnent avec l'électricité. Bon, là ensuite, il y a une petite subtilité, c'est que ce courant-là va s'inverser à chaque demi-tour. Parce que pendant un certain temps, le flux magnétique va augmenter pendant qu'on fait un demi-tour, puis après ça, il va diminuer. Fait que le flux magnétique, il augmente, diminue, il augmente, diminue, il augmente, diminue. Mais à chaque fois qu'on inverse là, l'augmentation pour une diminution, ben, le sens du courant généré va s'inverser aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça du courant alternatif, contrairement au courant continu. Là, comprenez-moi bien, là, je veux pas que vous soyez capable là, de me représenter une génératrice de courant alternatif en examen. Je vous le montre parce que je pense que c'est vraiment une notion là, de compréhension générale qui peut faire une différence. Là, je veux dire, peut-être que ça vous intéresse pas, puis probablement que ça vous sera jamais utile, mais je trouve que c'est quand même le fun de savoir notre courant dans la vie de tous les jours, d'où est-ce que ça vient. Ben, ça vient de ça. OK? Une bobine, un champ magnétique, puis on fait tourner la bobine. That's it. Ça crée du courant alternatif. OK? Faire tourner la bobine, on peut le faire avec une chute d'eau, mais on peut aussi le faire avec une éolienne. Hein? Les éoliennes fonctionnent la même chose. Là. C'est la même affaire, c'est juste que l'axe de rotation est en train de tourner par le vent, plutôt que d'être tourné par de l'eau. On peut faire la même chose avec de la vapeur. Les machines à vapeur qui génèrent de l'électricité, ils font exactement ça. On peut faire tourner l'axe avec un moteur à essence. Les génératrices qu'on utilise là, parfois pour générer du courant en panne d'électricité, c'est exactement ça que ça fait. Okay? Le nucléaire, il fait la même chose. Le nucléaire, la source de rotation provient du nucléaire, mais ça fait la même chose. Le nucléaire, dans le fond, il produit de l'eau chaude et on récupère la vapeur pour faire tourner l'axe de rotation qui fait tourner la bobine ici, là. OK? Mais c'est tout le même fonctionnement. Et ça fonctionne très bien. La preuve, c'est que on produit notre électricité de cette façon-là depuis plus de 100 ans maintenant. OK? Donc voilà pour courant alternatif, j'en parlerai pas plus. C'est vraiment de la connaissance générale, là, je pense que c'est bien d'avoir une petite idée de comment ça se passe. OK, on va terminer avec un gros exercice, oui. C'est peut-être pas un exercice d'entrée de gamme, ça, pour cette section-là, mais je voulais le faire avec vous quand même, comme ça vous aurez un des exercices là, de la liste d'exercices de fait déjà avec vous, là. OK? Donc, l'électromotance induite dans un anneau.
un solénoïde de 35 cm de longueur. Donc, on voit le schéma. Là. Le solénoïde, c'est la bobine de fil ici. 35 cm de longueur. 10 cm de rayon. Ça, c'est le rayon des fils qui sont là, enroulés. Là. Comporte 14 tours de fil. Bon, OK. Au fur et à mesure que je lis les choses, je vais prendre des notes. OK? Ça, c'est exercice 5.2.5. Bon. On nous dit 35 cm de longueur. 35 cm de longueur, là, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu pour les solénoïdes, on appelait ça L. Je vais le mettre en mètres tout de suite. Donc, 0.35 mètres. Ensuite, on dit 10 cm de rayon. Bon, ça, je vais l'appeler rayon solénoïde, parce qu'il va y avoir deux rayons ici. Rayon solénoïde, RS, 0.1 mètre. Comporte 14 tours. Le nombre de tours, on appelait ça N majuscule. Donc, N majuscule égale 14 tours. La résistance du fil est de 10 ohms. Résistance du fil, je vais appeler ça R majuscule égale à 10 ohms. Bon, je vous le montrerai pas, là. Je vous le montrerai quand j'aurai terminé. Je vous l'explique au fur et à mesure. Résistance, je vais l'appeler R majuscule 10 ohms. Pour simplifier, on considère que le module du champ magnétique partout à l'intérieur du solénoïde est égal à B égale à mu0 petit n fois I et que le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde est nul. C'est l'approximation du long solénoïde. Voyez-vous, c'est clair, on vous le dit, approximation du long solénoïde. Un anneau conducteur dont le rayon est 20 cm. Ah là, ça c'est différent. Vous voyez, l'anneau conducteur, là, c'est lui en jaune, là. Lui, il n'est pas branché à aucune pile. Là. C'est juste un anneau de fil tout seul qu'on vient mettre comme ça autour du solénoïde. Donc lui, je vais l'appeler R rayon, un anneau conducteur. Bon, je vais l'appeler RA, rayon de l'anneau. Okay? Rayon de l'anneau, ici 20 cm, donc 0.2 mètres. Entoure le solénoïde. Les axes de l'anneau et du solénoïde sont confondus. Bon, ça veut juste dire que leurs centres là, sont vis-à-vis, là, sont centrés. On fait varier l'électromotance de la pile qui alimente le solénoïde à un rythme constant. En 0.3 secondes, elle passe de 9 volts à 12 volts. Bon, ben, je vais écrire l'intervalle de temps, là, delta T, c'est 0.3 secondes. OK? Puis ensuite, on a deux valeurs de différence de potentiel. De delta V fournie par la pile qui est là. Voyez-vous, la pile, là, elle est branchée au solénoïde. Au début, l'électromotance initiale, c'était 9 volts. Et la finale, c'était 12 volts. Donc, je vais appeler ça delta V1. Pour le initial, c'était 9 volts. Et delta V2, pour le final, c'était 12 volts. Bon. Voilà, j'ai résumé toutes mes données importantes sous cette petite liste-là. Bon, si vous ne les comprenez pas, peut-être juste réécouter là, mon explication, là, où est-ce que je définis chacun de ces paramètres-là en lisant le problème. OK? Bon, première chose de faite. On va retourner à l'énoncé. En A, on dit, en examinant l'orientation de la pile et de l'enroulement des fils, déterminer si le courant induit dans l'anneau au point P entre dans le plan du schéma ou en sort. Okay? Donc là, ici, on n'a pas de calcul à faire. On veut juste comprendre là, dans quelle direction le courant induit va être à l'intérieur de l'anneau. Est-ce qu'il va rentrer au point P ou est-ce qu'il va sortir au point P? Okay? Donc pour faire ça, il faut regarder déjà la pile, comment elle est branchée, et l'enroulement de fil, dans quel sens il s'enroule autour du solénoïde là. Ensuite, on applique la loi de Lenz qu'on a vue pour savoir dans quelle direction va être le courant induit. Okay? Bon, regardons la pile. La borne positive, elle est ici, à droite. Ça veut dire que le courant sort de la borne positive, s'en vient ici, puis là, on regarde le fil, là. Voyez-vous le fil ici? Ce qu'on voit, c'est que le fil s'en va en arrière du solénoïde, puis il repasse en avant. Ensuite, en arrière, passe en avant, et ainsi de suite. Il fait ça 14 fois parce qu'il y a 14 tours. Puis vous voyez, le courant revient ici par le dernier fil, où est-ce qu'il passe en avant, puis il revient dans la borne négative. OK, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre main droite, puis vous allez essayer de trouver dans quelle direction le champ magnétique créé par le solénoïde va être orienté.
Essentiellement, vous avez deux choix. Soit qui va vers la droite, soit qui va vers la gauche. Donc, comment on fait ça? On va le faire ensemble. Vous enroulez vos doigts dans le même sens que le courant est enroulé autour du solénoïde. Dans ce cas-ci, il faut regarder le petit bout de fil qui est là. Le petit bout de fil, là, il passe en arrière du solénoïde, puis il revient en haut, puis ensuite il redescend par en avant. OK? Donc, je le fais avec vous, là. OK? Le courant, il sort d'ici, puis là, il va passer en arrière du solénoïde. Donc, on s'imagine qu'il continue en arrière, puis ensuite, il revient par en avant, comme ça. OK? Donc, les doigts, imaginez que vos doigts vont en arrière du solénoïde, puis vous enroulez vos doigts autour du solénoïde, dans le même sens que le courant, dans le même sens que le fil. OK? Donc, je répète, courant s'en va là, il passe en arrière du solénoïde, puis il remonte par en avant, comme ça. Mon pouce, il pointe par où? Vers la droite. Vers la droite. Ça veut dire que le champ magnétique externe, on va l'appeler B externe, là, pointe vers la droite. Ça, c'est le champ magnétique fait par le fil qui est alimenté par la pile. C'est ce qu'on appelle le champ magnétique extérieur. Ce n'est pas le champ magnétique induit. Le champ magnétique induit, ça va être celui qu'on va déterminer par la loi de Lenz. OK? Bon. Là, qu'est-ce qui se passe? On augmente l'électromotance de la pile. Donc, si j'augmente l'électromotance de la pile, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va y avoir de plus en plus de courant qui va circuler dans le fil. S'il y a de plus en plus de courant qui circule dans le fil, qu'est-ce qui se passe avec B extérieur? Ben, il va augmenter. Plus j'ai un courant intense, plus le champ magnétique fait par ce courant-là, par le solénoïde, va devenir grand. Donc là, on peut commencer notre série de déduction logique. Donc, courant augmente. J'écris en paresseux, mais je pense que vous allez comprendre. Le courant augmente parce qu'on fait augmenter la différence de potentiel. Si le courant augmente, ça veut dire que B extérieur, celui fait par le solénoïde, augmente aussi. Si B augmente, qu'est-ce qui se passe avec le flux magnétique? Je vous rappelle, flux magnétique, c'est le champ magnétique extérieur fois l'air. Qu'est-ce qui se passe avec le flux magnétique si le B augmente? Ben, le flux va augmenter lui aussi. OK. Puis là, à partir d'ici, on peut appliquer la loi de Lenz pour l'anneau qui passe autour. L'anneau, là, si vous regardez le schéma, là, il fait quelque chose comme ça. Là, je l'exagère, évidemment. Là. Ici, il passe derrière, puis quand il repasse en avant, il passe en avant comme ça. Là. OK, ça, c'est l'anneau, puis je regarde ici au point P. OK? Fiez-vous pas à mon schéma, là, il n'est pas très joli. Fiez-vous à ce que vous voyez là. OK? Bon. Là, on vient de dire que le flux magnétique augmente. Qu'est-ce qui se passe quand le flux magnétique augmente? Dans quelle direction va aller le champ magnétique induit par l'anneau? Si le flux magnétique augmente, le champ magnétique induit veut s'opposer au champ magnétique externe. Donc, si je veux m'opposer au champ magnétique externe, il faut que mon champ magnétique induit, je vais le faire en rouge juste pour pas qu'on se mélange, champ magnétique induit, il s'oppose à lui, là. Il s'oppose à lui, donc il va dans l'autre direction, vers la gauche. Ça, vers la gauche, c'est le champ magnétique induit. C'est celui qui est fait par l'anneau. Donc là, on reprend notre main droite, pousse dans la direction du induit, puis là, regardez vos doigts, là. Comment ils s'enroulent? Ils s'enroulent comme ça. Donc, au point P, les doigts, ils veulent rentrer dans la feuille. Donc, le courant induit au point P rentre dans la feuille. Courant I induit. Donc, il rentre dans la feuille au point P. C'est ça la réponse en A. OK? Et tout ça, pour le comprendre, on n'avait pas le choix. Il fallait faire toute la séquence là, de déduction de variation de courant, donc variation de champ, donc variation de flux. Si le flux augmente, on veut s'opposer au champ magnétique externe. OK, rendu en B, déterminer l'électromotance induite dans l'anneau. Bon, OK. Là, il va y avoir un peu plus de calcul.
l'électromotance induite dans l'anneau. Je vous rappelle, je vais l'écrire ici, l'électromotance induite dans l'anneau. Ici, je vais prendre l'électromotance moyenne parce qu'on fait varier l'électromotance de la pile à un rythme constant. Voyez-vous, on le dit ici. Quand le rythme est constant, ça veut dire que l'électromotance moyenne est instantanée. C'est la même chose. Donc, moi, je vais utiliser l'équation moyenne juste parce qu'elle est plus facile à calculer. Donc, ça, c'est variation de flux magnétique sur variation de temps. Je mets ça là en valeur absolue. La variation de temps, je sais ce que ça vaut 0.3. Variation du flux magnétique, ça, par contre, il faut que je le trouve. Variation de flux magnétique, c'est le flux magnétique final moins le flux magnétique initial. OK? Donc, j'aurai essentiellement deux flux magnétiques. Le initial que je vais appeler flux 1, puis le final que je vais appeler flux 2. Que vaut le flux? Je vous rappelle que le flux, c'est le champ magnétique perpendiculaire fois l'air. Encore une fois, ici, mon champ magnétique perpendiculaire, il est déjà 100% perpendiculaire, donc je n'ai pas besoin de le décomposer. Okay? Donc ici, pour le flux magnétique initial, je vais avoir le champ magnétique initial fois l'air. L'air de qui? L'air de l'anneau qui contient un champ magnétique. OK? Bon, je reviendrai là-dessus, là. On le calculera tantôt. Flux magnétique, donc, final, ça va être le champ magnétique final fois l'air, qui est la même que phi 1. Bon, donc, il faut que je calcule B1, il faut que je calcule B2. Le champ magnétique fait par un solénoïde, et il est donné dans l'énoncé. Puis vous l'avez dans votre feuille de formule, on a vu la section sur les solénoïdes, là. C'est mu0ni. Bon, je vais l'écrire ici, là. Tiens, je vais l'écrire ici. B est égal à mu0 petit ni. Mais petit n, on l'avait vu dans l'équation aussi, petit n, c'est égal à grand N sur L. Je l'écris comme ça parce que je connais grand N, 14 tours, puis je connais L, c'est 35 cm. Okay? Donc je l'écris comme ça. Bon. Vous voyez que pour trouver B1 et B2, je vais avoir besoin de I, le courant qui passe dans le fil. Donc, avant de trouver B, je vais faire un petit détour, puis je vais trouver I. Donc, je vais trouver courant I1 et courant I2. Pour faire ça, je vais utiliser la loi d'Ohm. Delta V égale à RI. Donc, I égale à delta V sur R. OK? Je connais tout ce qu'il faut. I1, ça va donc être égal à delta V1 sur R. Delta V1, vous voyez, c'est 9 volts. R, la résistance, c'est 10. 9 dixièmes. 0.9 ohm. 0.9 ampères. C'est un courant. I2, c'est delta V2, 12 volts, divisé par la résistance du fil, 10 ohms. 1.2 ampères. Maintenant que j'ai ça, là, je pourrais venir calculer le champ magnétique initial et final. Donc, je vais le faire ici. Champ magnétique initial. B1, c'est mu0 ni sur L. Mu0, c'est la constante magnétique qui vaut 4pi fois 10 à la moins 7. OK, ça c'est mu0. Fois le nombre de tours, N, c'est 14. Fois le courant I1, qui vaut 0.9. Divisé par la longueur du solénoïde, L manuscrit, qui vaut 0.35. On fait le calcul de B1, on trouve 4.52, 10 moins 5. C'est des Tesla. B2, même chose, la seule différence, c'est que je vais devoir utiliser le courant I2 pour le champ magnétique final. Donc 4pi 10 moins 7, fois le nombre de tours, 14, fois le courant final, c'est 1.2, divisé par 0.35, qui est la longueur du solénoïde, là. Voilà. On obtient la valeur 6.03 fois 10 à la moins 5 Tesla. OK? Ensuite, je pense que je suis prêt à appliquer là, la définition de mon électromotance induite. OK? Je vais prendre une autre feuille parce que ça va commencer à être un peu coincé sur ma feuille. Donc voilà. Je continue ici.
Donc là, je vais appliquer tout de suite là, ça, là, mon électromotance induite. OK? Électromotance induite, c'est delta flux sur delta T. Delta flux, c'est flux magnétique final, donc flux 2 moins flux 1, divisé par delta T. Mais le delta T, c'est un chiffre, là. Je l'ai ici, c'est 0.3 secondes. Bon. OK? Flux 2, c'est B2 fois l'air. B2 fois l'air. Moins flux 1. Flux 1, c'est B1 fois l'air. Divisé par 0.3. Je prendrai la valeur absolue, là. Tiens, je vais l'écrire, mais ça devrait bien aller. Je pense pas que je devrais avoir de négatif, de toute façon. OK. Bon, je le fais comme ça, juste pour vous montrer que j'avais pas besoin de calculer les flux individuels, parce que l'air du flux 1 et l'air du flux 2, ben c'est la même air. C'est l'air à travers laquelle il y a du champ magnétique qui traverse l'anneau. OK? Donc, rendu là, ben, je peux mettre en évidence l'air dans cette équation-là. Je vais l'écrire ici. Donc, l'air divisé par 0.3, je peux mettre en évidence le 0.3 aussi. Donc, ce qui va me rester, c'est le champ magnétique B2 moins le champ magnétique B1. Bon, je trouve que c'est plus facile de le calculer comme ça, parce que B2, B1, je les ai calculés ici individuellement. OK? L'air, bon, comme j'ai mentionné, là, c'est l'air qui traverse l'anneau, mais qui contient du champ magnétique. Là, il faut regarder le schéma. Voyez-vous l'anneau jaune? Là, il est plus grand que le solénoïde. Donc, toutes les lignes de champ magnétique qui sont dans le solénoïde passent aussi à l'intérieur de l'anneau. Sauf que la région de vide, là, à l'extérieur du solénoïde, mais qui est à l'intérieur de l'anneau jaune, ne contribue pas au flux magnétique, parce que comme j'ai dit, ça nous prend l'air qui est à l'intérieur de l'anneau, mais qui contient du champ magnétique. Donc finalement, l'air que je veux, c'est l'air du solénoïde. Okay? C'est l'air de la face là, du solénoïde. Pas du petit bout de fil qui passe. L'air du solénoïde, le cercle qui a un rayon de 10 cm. Je prends pas le rayon de 20 cm, parce qu'il n'y a pas de champ magnétique qui passe ici, là, dans ce 10 cm supplémentaire, là. OK? Donc, je répète, je veux l'air qui contient du champ magnétique et qui est aussi à l'intérieur de l'anneau. Donc, c'est pour ça que je prends finalement le rayon du solénoïde. Donc, ce sera l'air de la face du solénoïde, donc l'air d'un cercle, là. L'air d'un cercle, hein, c'est pi r carré. Donc, c'est pi fois le rayon de 0.1 au carré. Je prends le rayon solénoïde, comme j'ai mentionné. Divisé par 0.3, ça va. Valeur absolue de B2, que j'ai trouvé ici, c'est 6.03 fois 10 à la moins 5, moins B1, qui vaut 4.52, 10.5. Valeur absolue. On pitonne ça, met ça dans la calculatrice, ça nous donne la réponse. 1.58 fois 10 à la moins 6. Et c'est des volts, parce qu'on n'oublie pas qu'un électromotance, c'est comme un delta V. Hein? Ça agit un peu comme une pile induite. Là. Okay? Donc ça, c'est l'électromotance qui est induite dans l'anneau, pas dans le solénoïde. Parce que le solénoïde, je vous rappelle qu'il est déjà branché avec sa propre pile. Là. Okay? Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est l'électromotance induite dans l'anneau jaune. Et qui tourne, là, comme on a vu, là, en sens anti-horaire, là, selon ce qu'on a fait là, à l'exercice A. Okay? Donc voilà pour le B. C'est fait. Le C. Reprenez la question B en supposant cette fois que l'anneau a un rayon de 30 cm. Bon. Là, ici, c'est bien important de comprendre ce que j'expliquais tantôt. Là. Quand on a calculé l'air, vous voyez, je reviens ici. L'air qu'on a mis en évidence ici. Là. Je vous l'ai bien dit, mais là, je le répète parce que c'est le cœur du problème. Là. L'air qu'on a utilisé, c'est l'air du solénoïde parce que c'est à l'intérieur du solénoïde qu'il y avait du champ magnétique. Il n'y en a pas à l'extérieur. Donc, je répète que je veux l'air qui contient le champ magnétique et qui est à l'intérieur de l'anneau. Donc là, imaginons que mon anneau jaune qui est ici a un rayon de 30 cm.
à la place de 20. Ça change-tu quelque chose? Ben non. Parce que mon solénoïde, lui, il change pas. C'est lui qui crée le champ magnétique. Donc, si le solénoïde ne change pas et qu'il a un rayon de 10 cm, ben mon anneau, je peux bien le prendre de 30 cm, 50 ou 2000 cm si je veux. Ça va rien changer à mon calcul ici, parce que vous voyez, mon air ici, là, j'ai pris le rayon du solénoïde de toute façon. Donc, pour le C, ben, aucun calcul à faire, c'est la même chose, 1,58 x 10, c'est la moins 6 volts. Pareil. Puis, bon, là, normalement en examen, mettons, vous me diriez, ben, ça ne change pas, car le rayon du solénoïde qui contient le champ magnétique, lui, ne change pas. Donc, finalement, là, ce calcul-là, cette ligne-là reste telle quelle la même. Je veux dire, il n'y a absolument rien qui change. OK? Donc, même réponse. qu'au B. Voilà, tout simplement. Là, rendu au D. Reprenez la question B en supposant cette fois que l'anneau a un rayon de 5 cm, ce qui fait en sorte qu'il se trouve à l'intérieur du solénoïde. Ah! Ouais, là, ça va changer quelque chose. Parce que je vous ai dit que l'anneau jaune, tant qu'il est plus grand que le solénoïde, on prend le rayon du solénoïde. Parce que ce qui est à l'intérieur de l'anneau et qui contient du champ magnétique, c'est le solénoïde au complet. Sauf que quand l'anneau là, devient plus petit que le solénoïde, donc là, il faut s'imaginer qu'il est complètement compris, là, il est à l'intérieur du solénoïde. Il y a un petit rayon de 5 cm seulement. Ben là, l'air que je prenais quand je faisais mon problème B, là, elle va être impactée. Parce que le solénoïde est rempli de champs magnétiques, mais ce ne sont pas toutes ces lignes de champs magnétiques-là qui vont traverser l'anneau. Parce que l'anneau est plus petit que le solénoïde. Et quand on calcule l'air, je répète, on calcule l'air de l'anneau, mais qui est aussi traversé par le champ magnétique. Okay? Donc quand l'anneau, je répète là, je récapitule, quand l'anneau est plus grand que le solénoïde, on prend l'air du solénoïde, mais quand l'anneau est plus petit que le solénoïde, on prend l'air de l'anneau. OK? Donc, le début du problème D, là, c'est la même chose. On calculerait ça, tac, tac, tac. Ça change pas. Là. Les courants, les champs magnétiques initial, final ne changent pas. Ce qui va changer, c'est cette ligne-là ici. Là. C'est l'air, dans le fond, qui va changer. C'est la seule chose qui change. Donc, je vais reprendre là, ma ligne à partir d'ici. OK? L'air sur la longueur du solénoïde, point 3, B2 moins B1. C'est là que ça change. OK? Parce que là, mon anneau est plus petit que le solénoïde, donc il faut que je prenne l'air de l'anneau. L'air de l'anneau, maintenant, c'est pi r carré, mais avec un rayon maintenant de 0.05 mètres. C'est 5 cm. Divisé par 0.3. Et là, c'est les mêmes champs magnétiques, là. 6.03, 10-5, moins 4.52, 10-5, valeur absolue. On fait le calcul. Dans le fond, ça va réduire par 4, si je ne me trompe pas, la réponse. Ça me donne 3.95 x 10 à la moins 7 volts. Et voilà la réponse au D. OK? Donc, bien faire attention, là. Ce qu'on vient de voir, là. Quand l'anneau est plus grand, peu importe son rayon, on s'en fout, on va juste prendre l'air du solénoïde. Mais quand il est plus petit, ben là, on s'en fout plus parce que l'anneau n'est plus capable de contenir la totalité des lignes de champ magnétique créées par le solénoïde. OK? Donc ça, je pense, là, ça devait être l'exercice le plus compliqué de la section 5.2, là. Puis bon, on l'a fait ensemble, donc vous aurez le plus compliqué de fait. Donc vous pourrez faire les autres, là, puis je pense que ça devrait bien aller, sachant que vous avez vu là, le cas de figure là, un peu plus avancé. OK? Lâchez surtout pas, la prochaine section sera la dernière, c'est-à-dire section 5.3, donc on va se revoir très prochainement. Travaillez bien et à la section 5.3.